Dans cette vidéo, on présente les convertisseurs CCCA. Dans les convertisseurs CCCA, à l'entrée, on a une tension continue fixe et à la sortie, on va obtenir une source alternative de tension variable puis de fréquence variable. C'est le dernier groupe des convertisseurs qu'on va étudier. Et l'application principale de ce type de convertisseur-là, ce sont les onduleurs autonomes. Un onduleur autonome sert à générer des signaux alternatifs pour, par exemple, faire fonctionner des moteurs. Donc ici, on a un exemple de l'onduleur de la Toyota Prius dans laquelle la source d'énergie ce sont des piles et la sortie sont des signaux triphasés pour alimenter un moteur triphasé. On appelle ça aussi une drive CA. Donc la vidéo et le document est divisé en deux sections. La première section, on va s'attarder au contenu spectral des impulsions rectangulaires. Ensuite, on va regarder les circuits et les signaux de commande pour les onduleurs autonomes. Voici le principe de fonctionnement d'un onduleur autonome monophasé. Donc, on a une source continue ici. Dans un premier temps, on ferme l'interrupteur H1 et H4 et le courant peut passer dans ce sens-là. Une demi-période plus tard, on rouvre les interrupteurs et on ferme H3 et H2 et à ce moment-là, le courant passe dans l'autre sens dans le récepteur. Donc, si on fait ça à un rythme, par exemple, de 60 fois par seconde, on pourra générer un 60 Hz dans le récepteur. On a vu aussi que lorsque le courant passe, par exemple, dans cette branche-là, si on H, soit avec H4 ou H1, à ce moment-là, on peut contrôler le courant dans le récepteur comme le fait un convertisseur Buck. Ici, on va regarder le contenu spectral de différentes impulsions rectangulaires. Idéalement, on veut une source sinusoïdale dans la charge, mais avec les interrupteurs, on peut produire un signal d'une certaine amplitude, par exemple 120, pendant 180 degrés, et ensuite de ça, on inverse pendant 180 degrés, un signal carré. On peut avoir aussi un autre type de signal qu'on va appeler sinus modifié. Donc, on essaie de reproduire un signal rectangulaire qui va s'approcher d'un sinus. Donc, pour voir lequel s'approche le plus d'un sinus, on n'a qu'à faire la FFT de ça, regarder le contenu spectral de ces signaux-là. Si on utilise un simple interrupteur, à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est soit aucune tension dans la charge ou toute la tension positive dans la charge. On obtient un signal rectangulaire avec un rapport cyclique de 50%. Si on désire pour ce signal-là obtenir la même valeur efficace qu'une sinusoïde, alors quelle doit être la valeur de la tension? Donc la valeur efficace d'un signal carré, c'est cette valeur-là, et la valeur efficace d'un sinus d'amplitude de 1 volt, c'est cette valeur-là. Pour une tension V égale à 1, les deux signaux ont la même valeur efficace à la fin de chaque période. Donc on peut regarder ça avec PSpice. Donc, on a un signal unipolaire ici. Et on a un signal sinusoïdal ici. Donc, les deux, en fin de la même période, ont la même valeur efficace. 0.707. Si on regarde le contenu harmonique, un simple sinus, toute l'énergie est située à une fréquence, tandis que pour un signal carré unipolaire, on a du CC, on a la fondamentale, et on obtient des harmoniques impaires. Avec 4 interrupteurs, on est capable d'inverser le signal dans la charge et obtenir un signal bipolaire de 180 degrés. Donc la composante CC va être 0 parce que c'est symétrique par rapport à l'axe 0. Donc pendant une demi-période, le courant dans un sens, et pendant l'autre demi-période, le courant dans le sens contraire. Un signal bipolaire comme ça peut avoir la même valeur efficace qu'un signal sinusoïdal. Donc, si on compare ça, donc la tension V doit être radicale 2 sur 2. Donc, si la tension est de radicale 2 sur 2, les deux signaux ont la même valeur efficace. Pour un signal bipolaire, on n'a plus de composante continue. L'amplitude fondamentale est augmentée.
Puis on a une augmentation des harmoniques impaires. On a une présence du troisième harmonique également. Maintenant, si on prend un signal rectangulaire de 120 degrés, on peut trouver la tension de la pile pour obtenir la même valeur efficace qu'un sinus. On voit la valeur ici obtenue. Avec PSpace, on voit qu'en fin de période, ici, les deux ont la même valeur efficace. Donc, on a besoin d'une amplitude de 0.866 par rapport à l'amplitude d'un sinus. Donc, comme c'est un signal unipolaire, on va avoir une composante CC. Donc, il y a une composante continue, l'amplitude fondamentale est faible et il n'y a pas de troisième harmonique. Maintenant, si on prend un signal bipolaire rectangulaire de 120 degrés, donc encore une fois, ça va nous prendre 4 interrupteurs. Quand on a un signal unipolaire, on peut le faire avec un interrupteur, mais l'inconvénient, c'est d'avoir une source CC, qui est fortement déconseillée pour les inductances, les transformateurs. Encore une fois, ici, on a la même valeur efficace en fin de période pour les deux types de signaux. Et si on regarde le contenu harmonique du signal bipolaire rectangulaire, il n'y a pas de composante continue, l'amplitude fondamentale est plus élevée, il n'y a pas de troisième harmonique. Les signaux MLI, M c'est pour la modulation de largeur d'impulsion, en anglais on va dire du PWM, donc il est possible de générer des signaux sinusoïdaux à partir d'un train d'impulsion. Si on regarde ici, la valeur moyenne d'un signal rectangulaire va dépendre de son temps de conduction sur la période. Donc ici, la valeur moyenne est une certaine valeur, et ensuite, pour cette période-ci, elle est plus élevée. Donc on peut ajuster le rapport cyclique d'un signal rectangulaire de façon à ce que sa valeur moyenne varie continuellement et suive la valeur d'un sinus. Donc ici, on a un exemple avec simplement quelques largeurs d'impulsion, mais on peut augmenter le nombre d'impulsions rectangulaires autant qu'on veut. La partie gauche montre différents types d'impulsions qui peuvent être générées et les différents contenus harmoniques. Donc avec les signaux de commande appliqués aux interrupteurs, il va être facile de changer la largeur d'impulsion sur une période en prenant des périodes très petites de façon à ce que la valeur moyenne suive un sinus. Donc, en utilisant une période très petite par rapport à un sinus, on va être capable de générer plusieurs cycles dont la valeur moyenne va suivre celle d'un sinus. À ce moment-là, dans le spectre de sortie, pratiquement toute l'énergie va être située à la fréquence du sinus générée par les valeurs moyennes des impulsions. Maintenant, pour les circuits onduleurs, je vais présenter les chronogrammes des commutations des interrupteurs. Ici, on a un onduleur monophasé et sa représentation avec des interrupteurs. Les diodes qui sont en parallèle avec chacun des interrupteurs sont des diodes de roue libre dans le cas où on aurait une charge inductive comme un moteur. Dans la séquence de commutation, il faut s'assurer que H1 et H'1 ne soient jamais fermés en même temps parce que ça causerait un court-circuit aux bornes de l'alimentation. Même chose, il ne faut pas que H2 et H'2 soient fermés en même temps. Donc, je vais présenter les chronogrammes pour la commutation avec une commande de 180 degrés et puis de 120 degrés. On remarque que H1 et H', donc H1 est dans le haut, H' est dans le bas. Donc, il faut toujours faire un parcours H1, H2' ou bien H2, H1'. Dans le cas où il y aurait déjà un courant à l'intérieur et qu'on rouvre les interrupteurs, à ce moment-là, le courant va passer par D1, va revenir dans la pile et il va passer par D2. Même chose qui est dans ce sens-là, lorsqu'on va ouvrir les interrupteurs, donc ça va passer par la diode de roue libre et ça va revenir dans l'autre sens. À ce moment-là, l'énergie emmagasinée dans la charge est retournée dans la source. Lorsqu'on a un moteur, à ce moment-là, le moteur va fonctionner en génératrice et va retourner de l'énergie dans la source. Donc, en haut, ici est présenté le chronogramme pour un pont monophasé pour une commande 180 degrés ou bien à onde carrée.
Donc, on voit ici que c'est H1 et H2' qui conduisent. Ensuite, c'est l'autre branche qui conduit, H2 et H1', et ainsi de suite. Ce qu'on voit par la suite, ce sont les formes d'ondes pour une charge inductive ou une charge capacitive. Donc, je vais passer par-dessus pour l'instant parce qu'on va travailler avec une charge résistive au début. Mais la séquence de commutation reste la même. Voici un onduleur monophasé à commande 180 degrés. On reconnaît que c'est une commande à 180 degrés quand on regarde la largeur d'impulsion sur la période. On voit ici que la durée de l'impulsion est la moitié de la période. Donc la période, c'est 360 degrés et la commande ici est de la moitié, donc 180 degrés. Les autres paramètres de l'impulsion demeurent les mêmes partout dans le circuit. Seul va changer le délai, le temps de délai. Donc ici, au temps zéro, c'est celui-là qui commute et c'est celui-là qui commute parce qu'on a un TD0 ici. Et 180 degrés plus tard, TD10, c'est ceux-là qui vont commuter. Et bien sûr, l'impulsion ici ne dure que 10 millisecondes. Donc, lorsqu'il va ouvrir, celui-là ici va fermer. Même chose pour les IGBT d'en bas. Lorsque lui va ouvrir, celui-là va fermer. Si on regarde par rapport à la référence ici, la sonde bleue et la sonde verte, ce sont deux sondes de tension. Donc, la sonde verte, la tension est comme ça ici. Et la sonde bleue, c'est celle-ci. Donc, on voit que les deux tensions sont déphasées de 180 degrés. Et si on regarde la différentielle, avec la sonde différentielle ici, on voit que le signal, c'est celui-là ici. Donc, on a généré aux bandes de la charge un signal qui varie entre moins 100 et plus 100. On peut regarder la FFT de ça. Comme la période était de 20 millisecondes, la fréquence fondamentale va être de 50 Hz. Et on a la valeur crête de la tension qui se trouve être 123 volts. Ça nous donne une valeur efficace qu'on peut trouver qui est 70% de ça. On remarque aussi des harmoniques impaires. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que Z1 et Z4 conduisent durant le premier demi-cycle et ensuite ce sont les deux autres, Z3 et Z2, qui conduisent durant le demi-cycle suivant. Dans un onduleur monophasé commande 1/3, 2/3 ou commande 120 degrés, la branche Z5, Z8, ici, va conduire pendant 120 degrés. Et ensuite, 180 degrés plus tard, c'est cette branche-là qui va conduire pendant 120 degrés. La période va dépendre de la fréquence qu'on veut générer. Dans notre cas ici, 20 millisecondes, ça correspond à 50 Hz. Et 6,67 millisecondes pour 50 Hz, ça correspond à 120 degrés. Donc la durée de l'impulsion est de 120 degrés et la période est de 360 degrés. Le temps de retard est de 30 degrés ici et le temps de retard ici est de 30 degrés plus 180 degrés. Donc on a 1,67 plus 10 millisecondes qui correspond à la moitié de la période ici, 180 degrés. Donc les largeurs d'impulsion demeurent identiques, les périodes demeurent identiques, les temps des impulsions de commande, ceux-là ici sont ensemble et ceux-là sont ensemble décalés de 180 degrés. Si on met des sondes de tension au point A120 ici et B120, on obtient des figures rouges. Par exemple, au point A, on voit que la tension passe de 50 volts à 100 volts, ça redescend comme ça. Donc, on a cette forme-là. Au point B, on a la forme verte. Et la tension différentielle, c'est le signal bleu. Donc, on obtient au bande de la charge un signal bipolaire à la fréquence déterminée par la période ici. La FFT de ça, on voit qu'à 50 Hz, la fondamentale est là et que son amplitude est de 106 volts. Si on veut faire une analyse paramétrique, on sort le composant paramètre et on voit ici que la fréquence, le paramètre ici, on l'a baptisé FREC pour la fréquence et 1 sur fréquence, c'est la période. Donc si 1 sur fréquence fois 12, ça correspond à 30 degrés et 2 divisé par 3 fois la fréquence, ça nous donne 120 degrés et 1 sur fréquence, c'est la période qui nous donne 360. C'est les mêmes valeurs
ici. Et au niveau du retard qui est de 30 degrés, ici, on doit avoir un retard de 30 degrés plus 180 degrés. Donc, on rajoute plus 0,5 sur FREC. Même chose ici. Donc, cette branche-là est 180 degrés plus tard. Cette branche-là est au départ à 30 degrés. C'est amorcé à 30 degrés. Et ici, 30 degrés plus 180. Et les largeurs sont de 120 degrés. Ici, on a un exemple de feuille de calcul qui nous permet de trouver la période et la largeur d'impulsion en fonction de la fréquence. On a un exemple pour un onduleur monophasé commande 180 et un onduleur monophasé commande 120. Ici, on a les retards des impulsions V1 et V4 et V2 et V3. Donc, V1 et V4 sont ensemble. Au temps 0, V2 et V3, 180 degrés plus tard pour 50 Hz. Et ici, on a 1,67 millisecondes et 180 degrés plus tard, 11,667. Lorsqu'on fait une analyse, les paramètres de l'analyse, vous voyez ici, il faut ajuster. Donc, comme je veux obtenir un signal de 50 Hz, la période, c'est 20 millisecondes, et ici, j'ai fait une analyse sur 2 périodes, de façon à ce que la FFT nous donne un beau signal. On doit faire une durée d'analyse sur un multiple de la période du signal qu'on veut pour obtenir une bonne FFT. Pour un onduleur triphasé, en entrée, on a une source DC et à la sortie, on a 3 phases. Donc, c'est les points ici, V1, V2 et V3. Entre la phase 1 et la phase 2, on a 120 degrés. Entre la phase 2 et la phase 3, on a 120 degrés aussi. Et pour la commutation entre la partie du haut et la partie du bas, on a 180 degrés. Donc, ils doivent jamais conduire en même temps. On peut aussi, dans un onduleur triphasé, avoir un convertisseur CCCC, donc soit un convertisseur élévateur ou abaisseur, de façon à obtenir la tension bus que l'on désire à partir d'une tension disponible à l'entrée. Tout comme dans un réseau triphasé, on peut intervertir 2 lignes, par exemple, pour changer la direction d'un moteur triphasé. Dans un onduleur, on va pouvoir faire ça simplement en modifiant la séquence de commutation des interrupteurs. Dans cette partie-là, on va simuler un circuit onduleur triphasé avec différents signaux d'attaque des interrupteurs. Donc, on va avoir des signaux d'attaque de commande 180 et 120 degrés, ou 1 tiers, 2 tiers. On va vérifier que les formes de signaux générés forment bien des signaux triphasés et que la fréquence de ceux-ci peut être ajustée à une valeur désirée. On va également vérifier le spectre harmonique des signaux de sortie afin de comparer la performance des signaux d'attaque sur le rendement des conversions CC-CA. On va débuter avec un onduleur triphasé commande 180 degrés. Donc, dans un onduleur commande 180 degrés, la durée des impulsions est de 180 degrés. Les impulsions de chaque branche sont espacées de 120 et les impulsions dans une même branche, entre la partie supérieure et la partie inférieure, est espacée de 180 degrés. La séquence normale, c'est L1, L2, L3 et la séquence inverse, c'est L1, L3, L2, mais on peut également utiliser d'autres séquences. Ici, on a un exemple de circuit de simulation pour générer une fréquence de 50 Hz. Donc, la période, la largeur d'impulsion puis le retard sont calculés pour fonctionner à 50 Hz. Si on regarde la séquence de commutation ici, pour, par exemple, faire tourner un moteur dans un sens, on suit la séquence en bleu. Si on veut le faire tourner dans l'autre sens, on suit la séquence en rouge. Donc, si on commence avec la séquence en bleu, à l'instant 0 ici, H1 doit fermer et sa durée de conduction doit être de 180 degrés. H'2 doit fermer et conduire pendant 120 degrés. Et H3 doit conduire pendant une durée de 60 degrés. Les deux impulsions ici, H'2 et H3, ce sont des impulsions qui ne se répètent pas. C'est tout simplement pour obtenir une forme de signal correct au début de la simulation. Par la suite, ici, on voit bien qu'on a H1, H1', H1, etc. C'est périodique. Même chose pour H2. Et ils sont décalés de 120 degrés. Donc, si on regarde à l'instant 0, H1 est fermé. Sa durée est de 180 degrés. Donc, la période pour 50 Hz, c'est 20 milli.
Donc 180 degrés, ça va être la moitié de ça. 120 degrés plus tard, ça correspond à 6,67 millisecondes. Et encore 120 degrés plus tard, on rajoute 6,67 milli, ça nous amène à 13,33 millisecondes. 180 degrés d'écart, c'est 10 millisecondes. 180 degrés, c'est 10 millisecondes de plus aussi. Même chose ici. Ici, si on ajoute 10 millisecondes, on arrive à 23. Donc, c'est plus grand que la période, donc on soustrait 20 et cela nous donne 3,33 milli. On a les deux impulsions non périodiques au début, donc les périodes sont de 0. Si on va sur H2, ici on voit que la période est 0 et sa durée 120 degrés à l'instant 0. Et H3, on a une impulsion qui ne se répète pas, de durée de 60 degrés à l'instant 0. Si on veut obtenir la séquence inverse, on n'a qu'à partir ici, donner ces impulsions-là, et ensuite de ça, ça va être répétitif. Donc la condition initiale est différente, et ensuite de ça, les temps des impulsions doivent être modifiés. Ici, on a un schéma de simulation qui va utiliser l'analyse paramétrique de l'onduleur triphasé à commande 180 degrés. Donc ici, le paramètre, c'est F pour la fréquence. On a les impulsions initiales, V9 et V10, qui demeurent la même chose. Donc on a une impulsion ici, V10, de période 0, qui indique que ça ne se répète pas, et la largeur va être de 60 degrés. Donc on a la période divisée par 6. À l'instant 0, même chose ici, ça ne se répète pas, on a une durée de 120 degrés pour H2, à l'instant 0. Par la suite, ce qu'on peut voir, c'est que la période, c'est 1 sur F. Ensuite, la largeur d'impulsion, c'est la moitié de la période, 0,5 F. C'est la même chose pour toutes les autres, c'est un point indiqué. Ce qui varie, ce sont les retards d'amorçage. Donc ici, il est amorcé au temps 0, comme indiqué. Et ensuite de ça, H2 va être amorcé 120 degrés plus tard. Donc, c'est la période divisée par 3. Et l'autre, 240 degrés plus tard. Et ici, c'est 180 degrés entre les deux au niveau du temps de délai. Donc, c'est la période divisée par 2. Même chose pour ceux-ci. Le paramètre, dans notre cas ici, on l'a fixé F à 50 Hz. Si on met des sondes et qu'on va vérifier les résultats, ici, ce sont les signaux ligne-ligne en sortie de l'onduleur. La tension de L1 moins la tension de L2, on obtient une tension ligne-ligne, et on a la forme. Et on voit ici que les formes sont décalées de 60 degrés les unes par rapport aux autres. Donc on sait que dans un réseau triphasé, le déphasage entre les tensions ligne-ligne est de 60 degrés. Maintenant, si on regarde la FFT de ça, on voit que la fréquence fondamentale est bien située à 50 Hz. On a des harmoniques. Pour trouver le rendement de conversion, c'est un circuit symétrique. Donc, on trouve la puissance dans une résistance, on multiplie par 3 pour obtenir la puissance utile générée à 50 Hz. Donc, dans notre cas, la puissance utile, c'est la puissance ici. Donc, ça ici, ce sont des termes qui sont indésirables. Ça va être une perte en chaleur. Donc, le terme utile, c'est le terme qui est ici. Donc, dans notre rendement, on va savoir la puissance qu'on obtient, utile ici, à 50 Hz, versus la puissance active fournie par la pile à l'entrée. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est la valeur crête du courant. La puissance dans la résistance due à la fondamentale, c'est RI carré, et ça nous donne une valeur de 45,36 watts. 3 résistances, ça nous donne 142 watts. Et le rendement, on va regarder par rapport à la puissance de la source, qui était de 158. Donc, on obtient un rendement d'environ 90%, avec un onduleur triphasé à commande 180 degrés. Maintenant, on va regarder l'onduleur triphasé à commande 120 degrés. La durée des impulsions va être de 120 degrés. Les termes en bleu sont pour l'onduleur à commande 180. Les termes en vert sont pour un onduleur à commande 120. L'impulsion de 120 degrés est centrée dans une fourchette de 180 degrés. Encore une fois, les impulsions de chacune des branches est décalée de 120 et les impulsions
entre la branche supérieure et la branche inférieure est décalé de 180 degrés aussi. Donc, pour centrer l'impulsion, donc on lui donne un décalage de 30 degrés comme ça. Ensuite, il va conduire 120 degrés et ensuite de ça, il va ouvrir encore pendant un 30 degrés. Ce qui fait que l'impulsion de 120 degrés va être centrée dans la fourchette de 180 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on a un 30 degrés ici au départ. Donc, on a 30 plus 120, ça nous donne 150, plus 120, 270. Et dans ce sens-là, on a 30 plus 180, 210, 330. Et ici, vu qu'on déborde, on revient à 90. Donc, on fait 270 plus 180 moins 360 nous donne 90 degrés. Encore une fois, dans l'onduleur triphasé, on a une source d'entrée continue qu'on peut faire passer dans un convertisseur pour changer la valeur si désiré. Sinon, on peut avoir directement la source de tension sur le bus ici. Et on applique la séquence de commande pour obtenir en sortie des signaux triphasés. On a un exemple de calcul ici pour générer une fréquence de 50 Hz. Pour 50 Hz, la période est de 20 milli. Donc, tout partout, les périodes sont de 20 milli. Tout partout, les largeurs d'impulsion sont de 120 degrés ou 6,67 milli. Sauf au début, ici, au niveau de la séquence, on a une condition d'initialisation où H'2 va avoir une période de 0, donc ne se répète pas, et d'une durée de 60 degrés à l'instant 0. Donc ici, V1, V2, V3, ce sont les trois résistances qui sont reliées à V1, V2, V3 ici. Si on veut utiliser l'analyse paramétrique pour simuler le circuit d'un onduleur triphasé à commande 120, on va utiliser un paramètre, par exemple, F. Donc, on va mettre sa valeur à 50. Et la période, c'est 1 sur F. Et la largeur d'impulsion, c'est 120 degrés. Donc, c'est la même chose pour les autres. Elles ne sont pas indiquées. Ce qui est indiqué par la suite, c'est tout simplement les temps d'amorçage. Donc, ici, on a 0, la période sur 3, et 2 fois la période sur 3. Donc, on a 120 et 240. Et on a 180 degrés ici de distance entre les deux. Donc 0 et puis la période divisée par 2. La séquence est la même. On voit les signaux générés qui ont un aspect sinusoïdal et qui sont déphasés de 60 degrés, comme dans un réseau triphasé. Donc, il faut considérer qu'ici, ce sont des tensions ligne-ligne et non pas les tensions ligne-neutre. Si on fait une FFT du courant dans la résistance R7, donc on voit que la fréquence de la fondamentale est bien 50 Hz. Et on a les mêmes harmoniques que dans une commande 180 degrés. Les valeurs sont différentes. Encore une fois, pour le rendement de conversion, vu que le circuit est symétrique, on trouve la puissance dans une résistance. Et on multiplie par 3 pour obtenir la puissance utile générée à 50 Hz. Donc la puissance utile, c'est la puissance à 50 Hz. Encore une fois, ici, au niveau des harmoniques, ce n'est pas de la puissance utile, c'est de la perte en chaleur. Donc, la puissance dans la résistance à la fondamentale, c'est la valeur de la résistance fois le courant au carré à la fondamentale. Ça nous donne 35,5 watts, 3 résistances 106,5 watts. Et le rendement, on va comparer la puissance utile à la puissance active fournie par la source. Et ça nous donne un rendement de 90%. La puissance active de la source, c'est l'average de la puissance de la source. Si on compare les résultats pour une même tension DC à l'entrée, si on regarde la commande 180 versus la commande 120, on s'aperçoit que, premièrement, le courant dans la résistance pour une commande 180 degrés est plus élevé que celui dans une commande 120 et les rendements sont semblables. Ici, une petite note pour indiquer que si on va dans la page et qu'on choisit d'éditer les propriétés des objets, à ce moment-là, on peut facilement ici changer une valeur et glisser copier pour changer toutes les propriétés des sources. C'est plus vite que les changer manuellement dans le dessin.